Alors, je ne dirais pas que je suis tombée dans la vente, je pense que je suis tombée dans l'export. Moi, je pense qu'il faut qu'un commercial soit convaincu de ce qu'il vend. C'est d'ailleurs parce que je suis mère de famille que j'ai débarqué dans le jouet, hein. C'est pas pour autre chose. Pourtant, on cherche pas des requins, on cherche des gens qui ont des bonnes techniques de vente. Et là, il faut se battre, il faut se battre. Bonjour, vous écoutez Vive la Vente, le podcast qui apporte des solutions simples à mettre en place pour booster l'efficacité de votre équipe commerciale. Je suis Julien Le Sueur, directeur associé au sein d'Up2, le spécialiste de la vente et des commerciaux. Depuis 2007, nous aidons les dirigeants et les patrons du commerce à renforcer leur force de vente en leur permettant de recruter de bons commerciaux, en formant leur équipe aux méthodes qui marchent et en les aidant à se transformer commercialement avec de nouvelles méthodes de vente. Dans chaque épisode, je reçois un spécialiste de la vente pour profiter de son expérience et lui demander ses meilleures mécaniques commerciales. Si Vive la Vente vous plaît, je vous invite à vous abonner et mettre 5 étoiles si vous êtes sur Spotify ou Apple Podcast. Bonne écoute! Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Priscille Benoît, directrice commerciale de Djeko. Djeko, c'est le fabricant emblématique de jouets pour la petite enfance en France, avec près de 1500 références produits, mais aussi et surtout une distribution bien établie, puisque Djeko est présent dans près de 80 pays. Pour nous en parler, j'ai le plaisir de recevoir Priscille Benoît. Bonjour Priscille. Bonjour Julien. Comment vas-tu ? Ça va, merci, et toi ? Eh ben écoute, très bien, ravi de te recevoir dans Vive la Vente. Alors, tu as un super parcours de vente. D'abord, en sortant d'une école de commerce, tu as développé l'importation de la marque Fauchon au Mexique. Puis tu es retourné en France où tu as rejoint Kousmiti, dont tu deviendras ensuite Head of Sales. Et depuis 1 an et demi, tu es directrice commerciale de Djeko avec une vraie passion pour le produit. Et donc au programme de cet épisode, on va parler de comment instaurer une bonne relation client, comment sortir gagnant-gagnant de négociations annuelles avec des distributeurs. On va parler produits également, on va échanger sur le développement international et les spécificités de la vente de produits. Mais pour commencer, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi, sur ton track record et comment tu es tombé dans la vente ? Alors, je ne dirais pas que je suis tombée dans la vente, je pense que je suis tombée dans l'export. Ok. Je pense que tout ça vient comme souvent de la petite enfance. Et j'ai un père qui faisait une direction export dans les sociétés de champagne. Super. Et je voyais les valises, les trousses Air France et les monnaies de tous les pays, parce que c'était avant la zone euro notamment. Ok. Et je pense que c'est ça qui me faisait rêver, les avions. Et c'est pour ça que j'ai décidé de partir au Mexique. Top. Et que j'y suis restée. Et en fait, après, c'est un peu mon tempérament qui a fait que je me suis naturellement dirigée vers la vente, mais c'était à la base, c'était vraiment l'import-export et les relations internationales qui me drivaient. Ok, top. Est-ce que tu saurais nous dire justement ta plus belle vente ou la plus difficile finalement, ce serait laquelle ? Alors, ma plus belle n'est pas la plus difficile. J'ai un très bon souvenir en tout cas. De ma négo qui a été très longue parce qu'on a fait 29 versions de PNL avec mon distributeur asiatique qui est en fait alors là c'est mon époque Kousmi, où on avait un enjeu wholesale et retail et e-commerce évidemment. Et on a vraiment travaillé le développement de projet d'implantation de Kousmi au Japon. Et ça a été hyper passionnant de voir notre partenaire travailler sur le business plan dans toute sa largeur, c'est-à-dire un PNL wholesale, un PNL retail n'est pas le même, le développement d'un site e-commerce également, avec toute la stratégie e-commerce qui allait avec, et derrière le déploiement marketing et communication que ça devait engendrer. Et donc c'est effectivement une négo qui a été assez longue parce que l'enjeu financier était important, mais ça a été assez passionnant de voir un business model se construire. Ça c'était un bon souvenir et donc je crois que Kousmiti est toujours au Japon. Je n'y suis plus pour le voir, mais vendre du thé aux Japonais c'est quand même pas banal. Mais ils se souviennent encore de ta pugnacité. Écoute, j'espère, je sais pas. Ok. Alors revenons sur Djeko et sur la proposition de valeur. Ils ont quoi de différenciant, de spécifique ? Vous vendez quoi en fait comme jouet chez Djeko ?
Djeco, comme tu l'as dit, c'est un catalogue très large. En fait, on a 3 catalogues. Un catalogue de jouets et jeux, dans lequel il y a du puzzle, notamment des boîtes à musique, enfin un certain nombre de choses, pas mal de jeux en bois pour les tout petits, des jeux d'éducation. Après, on a un gros catalogue aussi de loisirs créatifs. Top. Sur lequel on travaille beaucoup. L'idée que l'enfant a beaucoup de choses à découvrir en termes de créativité, et on essaie de sortir un petit peu de l'esprit des écrans. On essaie de proposer une alternative aux parents. Puis on a un catalogue lifestyle dans lequel on a un certain nombre de choses comme de la déco, de la papeterie, des montres. Donc et donc effectivement ça fait plutôt un peu plus de 1500 produits. D'accord. Notre target c'est vraiment le 0-7 ans. Sur les 2 premiers catalogues. Mais même le lifestyle, parce que les montres c'est vraiment l'apprentissage de lire l'heure. C'est très orienté. C'est très petit, D'accord, et alors qu'est-ce qui est différenciant? Alors, ce qui est différenciant, il y a beaucoup de choses. Moi, c'est d'ailleurs parce que je suis mère de famille que j'ai débarqué dans le jouet. C'est pas pour autre chose. La première chose, c'est qu'on a un vrai souci de créativité. Et ce qui drive aujourd'hui la société, c'est le développement du produit. On essaie d'apporter toujours quelque chose de nouveau au marché. Et si on le fait, on essaie en tout cas de le faire différemment. Et donc, ça crée une vraie valeur au marché. Et donc, moi, je suis très fan parce que derrière, on a un souci de qualité qui est hyper important. Et quand on attaque l'enfance et a fortiori les moins de 3 ans, c'est un élément qui est hyper important. Et là-dessus, il y a une grande fiabilité qui fait qu'aujourd'hui, il y a une grande confiance de la part de nos consommateurs. Hyper intéressant. Si on rentre dans le vif du sujet, parle-nous peut-être de votre machine de vente, comment vous êtes organisé commercialement parlant. Je ne sais pas si c'est une machine de vente. À la base, c'est une machine justement de création, parce que la moitié du staff aujourd'hui est dédié à la création. C'est quand même assez rare. Et ce qui est du coup assez propre à Djeco. En termes de vente, quand même, on a quand même des gens. On a toujours travaillé avec des gens qui se déplaçaient sur le terrain, donc que ça soit en France ou à l'étranger. Sur nos marchés directs, on a des agents ou des représentants. Et nos distributeurs, on leur demande aussi d'avoir une flotte qui va sur le terrain, parce qu'un catalogue aussi long, ça prend du temps. Les rendez-vous sont prennent plus de 3-4 heures. Et donc à l'export, on a des area managers qui s'occupent de nos distributeurs ou de nos marchés directs, et d'un certain nombre de grands comptes qu'on travaille aussi en direct. Et puis donc récemment, Up2 m'a aidé à embaucher une compte clé. Et puis on participe au salon. Ça fait partie aussi, c'est important dans le cycle de vente, parce que ça fait partie des grands temps forts, qui fait qu'on a nos représentants qui visitent leurs clients, mais on les reçoit beaucoup sur les salons. Et nos distributeurs aussi étrangers font des salons. C'est souvent des salons B2B, mais on commence aussi un peu à faire des salons en B2C dans le jeu et les jeux de société notamment. Et ça fait partie du cycle de vente aussi. Derrière, on a évidemment des ADV qui sont des ADV un peu plus, qui ont pas mal les clients au téléphone. Parce que pareil, le cycle autour de la commande avec des telles longueurs de produits et une telle actu produit, parce qu'en général, on lance entre 250 et 300 nouveautés par an. Donc la partie actu produit est un élément important dans notre année, dans la gestion de notre temps dans l'année. Donc les ADV, elles ont un rôle aussi important qui fait qu'elles sont quand même assez nombreuses à Paris. Très intéressant. Donc, tu as évoqué de par le modèle de vente et les populations. En fait, vous avez le savoir vendre et il y a le savoir faire vendre avec ces distributeurs. C'est quoi les spécificités de bosser avec des distributeurs comme ça qui derrière vont adresser Alors, ce qui est sympa dans l'histoire de Djeco, c'est qu'ils ont commencé l'export en même temps que la France. Donc c'est pour ça qu'on a une très belle représentation à l'export, et on a toujours pensé nos produits pour qu'ils puissent partir quasiment partout. Alors il y a quand même des pays dans lesquels il y a des contre-étiquetages, mais on a 10 langues sur nos packs. Donc ça c'est un point important qui fait que de fait ça facilite la vie à beaucoup de distributeurs. On en a quelques-uns qui contre-étiquettent, mais c'est quand même pas la majorité. Et nos distributeurs, ils ont démarré quand on était quand même petits, 20-25 ans. Ils ont grandi avec nous, donc on les a aidés à se structurer, et globalement ils ont fait ce qu'on a fait, c'est-à-dire d'avoir des agents
on essaie d'avoir des agents qui n'ont pas trop d'autres cartes parce qu'on a un très gros catalogue. Ouais. Nos gros distributeurs, ils ont quand même des commerciaux qui sont exclusifs. Okay. Et c'est quand même un élément qui aide, on va pas se Bien mentir. sûr. Et derrière, on les accompagne. Eux viennent aussi sur les salons. Okay. Nuremberg est l'endroit du plus gros salon, en tout cas j'ai envie de dire d'Occident du jouet. Et c'est assez marrant parce que du coup, on a vraiment tous nos distributeurs étrangers qui viennent et qui viennent se nourrir. Et là, nos chefs de produits présentent les gammes. C'est l'occasion de réexpliquer comment elles construisent leur gamme aussi. Okay. Et donc voilà. Et puis derrière, on a des area managers qui les accompagnent, avec lesquels on essaie d'avoir un peu de reporting, d'échange de best practice. Et voilà, pas mal d'échanges. C'est assez informel chez Djeco. Okay. Mais c'est très familial. Et du coup, voilà, il y a pas mal de choses. Moi, ce que je pense pour avoir une bonne relation avec un distributeur, c'est de comprendre son business dans sa globalité. Okay. C'est d'ailleurs ce qui m'intéresse dans l'export, parce que nos distributeurs, ils sont pas que vendeurs. Ils ont une problématique hyper large de pénétration sur un marché, de stratégie de distribution, même de marketing, de communication, de positionnement prix. Et donc on essaie de les accompagner pour avoir cette vision un peu globale et que tout ça soit cohérent. Ok. Et comment ça se passe au niveau des négociations annuelles, alors qui peuvent parfois être un peu tendues? Alors, en fait, nos négos annuels avec nos distributeurs sont pas tendus parce que, en fait, quand on commence à travailler avec un distributeur, on lui donne les meilleures conditions qu'on peut pour qu'il arrive avec le meilleur prix possible sur le marché. Donc derrière, il vient pas négocier tout le temps parce qu'il sait que globalement il est au max. En revanche, nos grands comptes évidemment, on a effectivement des enjeux de négo où forcément il y a une petite négociation annuelle. Non, il y a des grosses. Là, ça ressemble presque à de la grande distrie parfois. Ouais. Nos grands comptes, ils sont toujours plus exigeants. Et là, il faut se battre. Ouais, il faut se battre. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut réussir à leur expliquer nos enjeux, les problématiques un peu de marge. Voilà, moi, je suis souvent assez concrète sur le PNL, et puis souvent ce que demande un grand compte, c'est de l'accompagnement, que ce soit pour la visibilité digitale, du marketing, du catalogue, etc. Et il faut que ça soit gagnant-gagnant, quoi. Il faut que ça soit gagnant-gagnant. Et nous, on a juste un objectif de marge à pas diminuer. Et donc, il y a un moment où, quand on est au taquet de nos conditions, on dit stop. C'est quoi vos tips, justement, pour que la relation se passe bien, que ce soit gagnant-gagnant? Donc, tu as commencé à dire, on explique quels sont nos enjeux. Est-ce que tu as d'autres techniques commerciales, managériales, pour que se passent bien les réunions annuelles? En fait, si on parle d'un grand compte, pour moi, c'est très différent d'un distributeur. Un grand compte, pour moi, il faut être hyper honnête, mais il faut savoir ce qu'on veut en retour. C'est-à-dire que tu peux pas avoir la même négociation avec un client sur lequel tu sais que ta progression n'est pas vraiment au max. Donc moi mon KPI important avec un grand compte, ça va être la longueur de gamme. C'est là-dessus que ça se joue. Et donc s'il veut me tirer quelque chose, il faut qu'on ait un échange là-dessus. Donc pour moi, cette notion de gagnant-gagnant, c'est que moi j'ai un intérêt très clair dans ma tête, je lui expose et j'attends de voir ce qu'il y a en retour. Mais on n'a pas beaucoup de grands comptes avec lesquels on soit particulièrement pieds et poings liés. C'est une des grandes forces de Djeco. On a une distribution qui est très éparse, et donc j'ai personne qui me tient particulièrement. Voilà. Et après les autres sujets de grands comptes, de grands comptes, ça peut être parfois qu'ils nous copient en fait. On a des distributeurs, des grands comptes qui font leur propre gamme, notamment sur la partie bois, etc. Et donc là-dessus, on est concret. On regarde les marques qui sont les références qui sont en concurrence directe, et on les met face à la réalité, et le web nous permet de faire ça très facilement. Donc voilà. Mais moi, ce que je pense, c'est qu'après une négo, il faut savoir reprendre une relation plus sympathique. C'est-à-dire que il y a des périodes dans l'année
La partie des négos, elle est pénible. Et après, il faut savoir finir en bon terme pour reprendre la relation dans le suivi de la négo, enfin non, justement pas de la négo, de la relation commerciale le reste de l'année. Et ça, c'est passé par une relation de confiance qui s'établit avec les années, qui est notamment pas aller ouvrir la concurrence, d'avoir une certaine éthique dans la manière de développer le business aussi. En fait, à partir du moment où on est droit dans nos bottes, et qu'on arrive à le redire aux clients, en général, ils comprennent. Il le reconnaît, quoi. Et comment tu réagis face à un grand compte qui est très agressif, qui est très offensif? Et en fait, ça, j'ai de dire que j'ai toujours eu la même chose, et chez Kousmi aussi, j'avais des patrons qui étaient très libres avec ça. Okay. Donc j'ai souvent, là j'ai eu une négo difficile et j'ai tenu bon parce que en fait mon boss était en phase sur le fait que peut-être que du coup ça allait limiter la progression avec ce compte, mais que en fait on était à un niveau de marge qu'on voulait pas dégrader. Et de fait, comme on a des produits qui se vendent quand même assez bien et qu'on a une bonne innovation produit, j'ai pas eu de mauvaises aventures en ce sens-là, mais. Ok. Dans la vente, qu'est-ce que vous faites mieux que la concurrence? Je pense que dans la vente, alors je sais pas ce qu'on fait mieux que la concurrence. Je pense que ce qu'on fait bien, c'est de pas agressif justement. C'est-à-dire qu'autant on se laisse pas trop mettre la pression, autant on essaie de pas la mettre en retour. Parce que en fait, je te parlais de notre variété de clientèle et c'est vrai qu'on a aussi un gros réseau d'indépendants. Donc on travaille avec des petits et des gros et on essaye de pas essayer de faire des offres trop lourdes où le client se stocke énormément et derrière il va falloir qu'il vende, etc. Nous, on a l'avantage qu'on a beaucoup de produits avec des petits prix. Donc, ils savent quand même que c'est quand même des produits qui se vendent bien. Dans les choses qu'on fait bien, on vend aussi à l'unité. Alors ça, pour vendre 1500 références, moi, je m'en suis toujours pas remis parce que c'était pas le cas avant. En B2B, de déconditionner quand tu as un entrepôt avec plus de 1500 références, c'est assez... et ça, c'est un vrai service client qui est important. Je pense qu'on a une notion aussi importante d'écoute. On est très cool sur le SAV et derrière on a su accompagner les clients en difficulté, tu vois, la partie comptabilité est un élément aussi important, voilà. Et puis en fait nous on a un tarif général qui est très juste et donc derrière on vend pas de la remise. Et en fait vous êtes au bon prix et vous faites pas challenger tous les cas de matin. Voilà, on a des enjeux comme tout le monde d'inflation, etc. Mais je dois dire que je trouve que notre directeur financier là-dessus, il est hyper réglo. Il arrive à avoir des prix qui baissent pour des questions de transport, etc. Il peut rebaisser un tarif pour être compétitif. Et en fait, du coup, les clients s'en rendent compte parce que c'est un impact direct sur les ventes et sur le turnover en magasin. Ok, top. Alors justement, tu commences à introduire le contexte du moment qui est un contexte inflationniste. Tant au niveau de comment ça se passe justement, tant au niveau de la production que de la distribution. Est-ce que vous avez dû augmenter vos prix ces derniers mois, ces dernières années? Oui, on a dû augmenter nos prix 2021 et 2022. Alors de manière en dessous de l'inflation. Mais c'est vrai que c'est-à-dire qu'on a une réalité économique qui fait que Djeco est une entreprise qui tient la route parce que elle est tenue par des gens qui tiennent la route du coup. Moi je trouve qu'on a eu une approche ultra raisonnable et donc je pense qu'il y a eu un effort sur la marge de notre côté pour rester compétitif. Et pour accompagner la volonté qu'avaient certains aussi nos revendeurs de limiter au maximum l'impact sur le prix de vente public. Et globalement, ça paye. Après, effectivement, c'est quand même des périodes qui sont difficiles, mais la réalité, c'est que les enfants sont les derniers à pâtir des restrictions budgétaires et surtout à Noël. Donc, on est dans le jouet que Noël se fait toujours et c'est quand même assez vrai. Comment on crée une équipe de A-players qui correspond
à cette identité, à ces valeurs que tu décrivais tout à l'heure, en commençant par le commencement. Comment vous les recrutez et à quoi tu es particulièrement attentive en recrutement? Alors moi, chez Djeko, j'ai pas beaucoup recruté. Ceux que j'ai recrutés, j'ai essayé de leur faire passer au maximum l'ADN de l'entreprise, qui est une entreprise qui est familiale, dans laquelle il y a beaucoup de gens qui sont là depuis longtemps, avec un fort attachement aux produits. Et donc j'essaye de jauger ça. Et dans la vente, moi ça me paraît important. On cherche pas des requins, on cherche des gens qui ont des bonnes techniques de vente, mais pour autant qui ont une vraie sensibilité produit, je l'ai dit, mais surtout aussi une écoute face aux clients, parce que comme je l'ai dit précédemment, il y a une notion de gagnant-gagnant qui est importante, et du coup moi je cherche des gens qui vont s'intéresser à leur interlocuteur en face, parce que pour moi c'est ce qui fait un bon vendeur, c'est sa capacité à écouter, à comprendre le besoin du client, et donc c'est comme ça, et c'est ça que j'essaye de faire passer en entretien. Et puis après, moi dans les choses que je jauge toujours en entretien, c'est la motivation sur le long terme, parce que en vente, moi je trouve que trop de turnover c'est pénible. Parce que la relation client, elle s'établit, il faut un peu de temps. Et donc, ça fait partie des choses sur lesquelles je suis regardante. Et donc, du coup, moi, je vais regarder la distance avec le bureau, tu vois, des choses comme ça, pour comprendre ce que va être la vie du futur employé chez Djeko, et est-ce que ça va lui convenir à moyen terme. La bonne adéquation avec le pro, le perso. Ouais. Et avant, sur les valeurs, finalement, comment tu l'évalues ça en entretien? C'est pas mal du feeling, je dois dire. Ouais. D'ailleurs, on a sorti le mois dernier notre étude sur l'intégration des commerciaux, donc j'en profite. Est-ce que tu as des bonnes pratiques à nous partager pour bien onboarder de nouveaux collaborateurs, de nouveaux commerciaux, et instiguer cette passion du produit? Je pense que ça passe par tourner autour des équipes, se faire présenter les produits par les personnes qui les lancent eux-mêmes, et du coup qui réfléchissent à la gamme et qui ont une vision encore différente qu'une approche commerciale. Moi je passe du temps au début, alors ça dépend quand est-ce qu'il arrive. Là, ma dernière commerciale elle arrive en décembre, mais de l'embarquer avec moi en rendez-vous pour aussi qu'elle me voit dans mes négos, dans mes relations, et puis j'essaye toujours d'apporter de l'historique, pas mal, puisque ça fait partie aussi des chances de Djeko, c'est qu'on a souvent des clients avec lesquels on travaille depuis des années, voire des décennies, et donc d'apporter cette notion-là, parce que l'historique est importante pour comprendre où on en est aujourd'hui dans la relation commerciale, donc voilà. Et puis de lui donner une vision un peu globale des enjeux de l'entrepôt, des problématiques de l'ADV, de l'IT. Enfin, pour moi, il faut avoir... En fait, un métier de commercial, c'est très pragmatique, et donc il peut être bon que s'il a une vision un peu globale. Ouais. Et puis, j'essaye aussi de le former sur la connaissance du marché. Okay. Et effectivement, on n'aborde pas un distributeur de la même manière qu'on aborde un grand compte, parce qu'en fait, dans un cas, tu as un patron, dans l'autre, tu as un acheteur. Pareil, un indépendant, tu es face à un patron souvent. Donc, c'est aussi des manières différentes d'aborder des clients. Tu les formes au marché, excuse-moi, je te coupe, pour bien comprendre, sur les enjeux des clients ou pour savoir bien parler de la concurrence? Les deux. Okay. En fait, pour moi, ça passe par les acteurs. Ouais. Et donc, les acteurs, c'est dans la distribution. Bien sûr. Et les acteurs sur notre concurrence. Ok. Et donc, ça passe évidemment du store check, des visites magasins, d'essayer de comprendre tous les réseaux dans lesquels on n'est pas, parce qu'il y a beaucoup de points de vente dans lesquels on n'est pas. Et il faut comprendre tout ça pour... Moi, je débarquais dans le jouet, donc c'est ce que mon boss a fait avec moi, et je trouve que c'est important. Okay. Pour comprendre quelle est effectivement notre valeur ajoutée. Bien sûr. D'avoir une vision un peu globale. Ok, bon, ça c'est comment tu les recrutes. Maintenant, comment tu les formes une fois qu'ils sont en poste, de tes différentes expériences chez Fauchon, Kousmi ou là maintenant chez Djeko. Comment une fois que tu as des collaborateurs, comment tu les fais grandir, comment tu les fidélises, comment tu les formes? Alors, ça dépend un peu des typologies de commerciaux auxquels on est. Chez Kousmi, j'avais des commerciaux assez jeunes qui étaient très en demande, donc moi je les accompagnais par des points hebdo, des réunions d'équipe même hebdomadaires, où on avait justement un partage des best practices des uns et des autres, avec une vision un peu... on était très dans le partage des chiffres, on était très dans des objectifs avec des KPI assez précis, des échanges sur
ce qui va pas, etc. Avec un vrai souci de monter en compétences. Chez Djeco, j'ai des équipes qui sont plus établies. Il y en a pas mal qui m'ont appris beaucoup de choses de fait parce qu'ils sont là depuis très longtemps. Donc là, l'enjeu, c'est plutôt qui sont en plus très fidèles parce qu'ils sont là depuis très longtemps et voilà. Donc l'enjeu, c'est de les accompagner de manière plus délicate par qu'est-ce que je peux leur apporter justement de ce que j'ai connu ailleurs, comment on peut essayer d'améliorer certains, tu vois, dans la partie reporting, on a des choses sur nos outils, on a des choses à améliorer où moi j'ai des idées assez précises et donc là il faut l'infuser avec un peu plus de délicatesse parce que en plus moi ce que je pense c'est que les outils ils sont utilisés que s'ils sont adoptés au fond. Donc voilà, donc ça va être de dire moi je pense que ça passe par l'exemple, donc c'est tiens là on a fait ce rendez-vous ensemble, je fais le premier reporting puis les prochains c'est toi qui les fais par exemple, et puis d'essayer de faire des feedbacks après les rendez-vous. C'est comme ça que tu imposes ta patte, parce que j'allais te poser une question justement en te demandant c'est comment tu fais pour arriver en tant que directrice commerciale dans une structure où les commerciaux sont là depuis 5-10 ans, sont bien installés et ça tourne déjà pas mal. Faudrait demander aux autres. J'ai essayé de le faire avec de la délicatesse. D'abord, j'ai pris effectivement vachement d'historique. L'ancien directeur commercial, il est associé à la boîte en fait, et donc il est là. Donc il m'a vachement passé d'infos. Et j'ai été beaucoup au début faire valider avec lui. Tu vois que j'étais en phase avec l'ADN de la boîte pour essayer de garder une certaine lignée. Le prolongement, quoi. Voilà, un certain prolongement. Après, j'ai fait des propositions. Et puis il y a des choses que j'ai mis en place de manière, tu vois, avec des commerciaux exclusifs, de manière beaucoup plus facile. C'est moi qui ai imposé mon système de reporting en disant mais tiens on va se faire un petit point hebdo avec des VRP. J'ai été tourner avec eux, je l'ai fait en mode plus collaboratif. Moi ce que je pense c'est qu'il faut gagner en légitimité en fait, il faut être acquise et donc pour ça il faut laisser le temps au temps. Bien sûr. Et il faut beaucoup, moi j'ai toujours été très à échanger avec ma direction parce que c'est des tailles de boîte où ça fait partie des grands avantages des PME comme ça et du coup et d'essayer de comprendre voilà comment aussi te poser la question comment je peux t'accompagner, qu'est-ce qu'elle t'attend de moi, t'as ceux qui attendent rien et puis t'as ceux qui se rendent compte avec le temps que voilà et puis mais là-dessus c'est vrai que c'est très inégal en fonction de la personne en face et puis voilà moi j'ai beaucoup tourné là j'ai tourné avec tous les commerciaux, là j'essaie de le faire aussi à l'export et puis sur les salons de créer du lien aussi avec les clients parce que des clients avec lesquels tu bosses depuis 20-25 ans effectivement voilà ça mettra du temps mais je suis assez à l'aise d'un point de vue relationnel donc ça aide. Ok, c'est quoi tes meilleurs tips commerciaux? Moi je pense qu'il faut comprendre le client. Donc, si on prend l'exemple d'un distributeur, par exemple, pour l'export, si tu comprends pas son marché, tu peux pas être pertinent face à ses enjeux. Il va te trimballer et il va te raconter ce qu'il veut sur ce qu'il fait. Donc, pour moi, il faut comprendre de manière hyper globale les enjeux de nos clients. Et ça vaut pour toutes les tailles de clients. Pour moi, c'est de savoir les bonnes questions, c'est de savoir le faire parler. S'intéresser à lui, poser des questions ouvertes. En fait, on se rend compte que les gens sont toujours contents de parler d'eux. Bien sûr. Et en plus, il n'y a pas beaucoup de questions qui fâchent et quelqu'un qui veut pas répondre à la question, en fait, il sait le dire. Donc en fait, il y a pas ça fait partie des choses. Et puis pour moi, c'est de se dire, se mettre à la place de l'autre, ça va dans le même sens, c'est de se dire qu'est-ce qui va faire qu'il va pas sortir avec un sentiment d'être floué en sortant du rendez-vous. Tu vois, de se dire le commercial, il faut pas qu'il passe une trop grosse commande parce que si le client il est vert, parce qu'on se dit attends en fait j'ai 6 mois de stock. Donc voilà, c'est de se dire d'essayer de l'accompagner. Voilà. Après, le commercial, il faut qu'il essaye de pousser. C'est pour ça que mon KPI, il va être surtout sur la longueur de gamme. Et en fait, le commercial, pour être bon, il faut qu'il ait les bons KPI, en fait. Et c'est ça qu'on peut essayer de apporter en tant que manager à un commercial, c'est d'essayer, avec chaque commercial, d'identifier avec lui sur quoi il est moins bon, sur quoi il est bon. Quand tu as une flotte de commerciaux, l'avantage, c'est que
Tu peux, moi, tu vas dans ma réunion commerciale en début d'année, je leur ai pas, comme on parle pas des chiffres, je leur ai pas donné leur KPI devant tout le monde. En revanche, j'ai mis le KPI de boîte. Le meilleur pour chaque critère. Okay. Et en fait, après eux, ils ont le leur individuel, et du coup, la target, elle est facile à jauger du coup. Ok, intéressant. Donc en réunion, tu leur as montré t'as montré le KPI de chaque best performer, et après tu leur as donné sans le citer. Bien sûr. Et du coup en réunion après en point individuel, je leur ai dit mais du coup on fait comment je peux t'aider pour voilà, toi ton talon d'Achille ça va plutôt être ça, là c'est ta force. Voilà. Peut-être qu'en année 2 j'arriverai à faire un échange de best practice, mais je l'ai pas encore fait, mais ça fait partie des choses que je faisais chez Kousmi. On avait fait un séminaire avec nos distributeurs où on leur avait fait chacun, en fonction de là où ils étaient bons, parler sur... il y en a un qui avait parlé de com, l'autre qui avait parlé de e-commerce, l'autre qui avait parlé de retail. Et en fait, chacun a un quart d'heure. Et donc en séminaire, ça faisait un échange qui était riche. Intéressant, riche, qui met à l'honneur les partenaires. Donc... encore une fois, c'est assez valorisant et en fait, c'est hyper intéressant. Et derrière, ça engendre une possibilité de discussion, tu vois, en one-to-one. Voilà, bien sûr. Donc, je pense que le partage d'expérience, c'est un élément hyper important. Ok, top. Tu as introduit la notion de KPI, excellente transition avec la suite. Selon toi, c'est quoi une machine de vente optimale qui tourne bien? Quels sont les chiffres clés, les KPI les plus importants qui font de ta force de vente une machine de vente qui tourne bien, quoi? Je pense que c'est propre à chaque business. Bien sûr. Alors le chiffre d'affaires est toujours un élément important. La marge en est un, mais en l'occurrence, moi, mes commerciaux n'y ont pas accès. Okay. Mais pour une entreprise, c'est un élément essentiel. Et puis un autre KPI. Alors nous, chez Djeco, ça va être effectivement la longueur de gamme. Pour moi, le nerf de la guerre, c'est le produit, c'est la longueur du référencement. Et donc, moi, c'est un KPI qui est très important. Dans les choses qui peuvent être importantes, par exemple, ça va être panier moyen, enfin, dire la commande moyenne. Ça, c'est un autre élément aussi qui est important. Et puis des commerciaux qu'on suit. Ça va être dans les choses pour moi qu'il faut suivre, c'est leur nombre de visites, leur nombre de calls. Enfin, tu vois, ça fait partie des choses chez Djeco qu'on suit pas parce que une grosse partie sont indépendants, mais qui est un élément hyper important pour moi. Okay. Voilà. Après, il y a évidemment toujours la partie prospection, l'ouverture de compte, la fermeture de compte, qui font partie des sujets qu'on suit. Notamment s'il y en a un qui a plus de comptes qui ferment, tu as en droit de te poser la question de pourquoi. Bien sûr. Voilà, et puis après nous on a catégorisé nos clients dans les éléments, c'est un peu différent des KPI, mais dans l'analyse de la vente, moi je trouve que ça fait partie des choses qui sont importantes et que j'avais déjà fait chez Kousmi, parce qu'en fait on peut pas avoir les mêmes KPI selon les tailles de nos clients. On peut pas attendre les mêmes progressions. Tu vois, la progression peut être un KPI important, mais tu peux jauger de savoir si un client est plus ou moins mûr et de savoir. C'est ce que fait la CRM B2C notamment, c'est de savoir comment tu t'adresses à ton client. Et en fait, en B2B, on peut le faire aussi. Et si tu arrives à bien catégoriser ton client, tu arrives à de fait mettre les bons KPI dans les bonnes catégories. Et pour ton commercial, ça aide. Bien sûr. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez automatisées justement dans vos process de vente ces 2-3 dernières années qui vous ont fait gagner en efficacité, en temps, pour les commerciaux notamment? Alors, oui, nous on est passé je ne sais pas si ça répond à la question. Nous, le catalogue est un élément important, c'est notre outil de vente principal. On le sort une fois par an. Et en fait, avec l'arrivée du Covid, on l'a mis en version digitale. Okay. Et en fait, ça, c'est un élément qui a changé, qui a révolutionné la vie des commerciaux et qui est devenu un élément hyper important parce que, de fait, on peut faire des sélections de produits beaucoup plus facilement. Enfin, on a vraiment simplifié C'est un accélérateur business. Ça a été un accélérateur business important. Alors moi, je n'ai pas connu avant, je pense que je n'aurais pas tenu sans ça. Parce que franchement, de vendre 1600, 1700 rêves, c'est beaucoup, quoi. C'est énorme. Voilà. Après, non, en termes de...
je sais pas si tu pensais à d'autres choses. Non, mais si, ça répond à la question. Après, peut-être aller plus sur les conseils que toi tu donnerais aux patrons dont les forces de vente ont du mal à performer actuellement. Moi, je pense que d'avoir un outil CRM, c'est essentiel. Ouais, bien sûr. Parce que, en fait, un commercial, il a beaucoup de terrain. Il n'est pas beaucoup forcément. Il faut pas qu'il fasse trop d'administratif. Donc, il faut qu'il ait un outil pratique pour avoir ses reportings. Ouais. Parce que, quand même, le moyen d'être performant, c'est d'avoir un bon historique. Évidemment. De savoir ce qui s'est passé dans les derniers rendez-vous. Donc, un CRM. Deux, une visibilité sur les chiffres. Pareil, assez facile à lire. Ok. Et puis, il faut vérifier le discours. Moi, c'est ce que je t'ai dit quand on a préparé ce podcast. Moi, je pense qu'il faut qu'un commercial soit convaincu de ce qu'il vend. Bien sûr. J'ai toujours été dans des boîtes dans lesquelles j'étais cliente moi-même. Et c'est vrai que pour moi, c'est ça qui fait la pertinence d'un commercial, c'est qu'il soit persuadé, et du coup il a un discours hyper impactant. Et de fait, le discours, pour moi, d'automatiser trop le discours, c'est pas bon, parce qu'en fait il faut que le commercial il l'adopte, et il l'intègre, et qu'il sache le restituer avec son propre singularité. Voilà, sa singularité. Et puis, comme je te disais, en plus, selon les clients, le discours va pas avoir le même impact. Évidemment. Et donc pour ça il faut que le commercial soit assez il l'ait intégré vachement. Voilà un peu ce que je pense qui fait la recette du truc. Ok. Est-ce que t'as évoqué le CRM, est-ce que tu as d'autres outils qui changent tout et que tu recommanderais à nos auditeurs que vous utilisez chez Djeko? Non, on n'est pas encore très très bon sur l'outil. On a un bon ERP qui nous permet de sortir des bonnes stats. Et donc quand même, ce qui permet d'arriver en rendez-vous assez préparé. Moi, je pense qu'il faut être bon en Excel du coup quand t'as pas de bons outils. Non, j'ai pas. Moi, je fais toute ma vie sur Evernote. Ok. Ça fait 10 ans que je suis dessus, et je dois dire que je trouve que c'est très puissant parce que je l'ai partout, et ma vie perso et pro est au même endroit. Et donc moi, je trouve que c'est un outil très puissant. Et puis et voilà. J'ai pas beaucoup. On n'est pas très bon. On n'est pas très bon là-dessus. Ok. Quelques dernières questions de fin. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait déjà donné? Le meilleur conseil qu'on m'ait déjà donné. Alors là, c'est un conseil de manager. Le meilleur conseil qu'on m'a donné, c'est de pas avoir peur d'embaucher un bon second par peur d'être dépassé. Ouais. Et c'est mon père qui m'a donné ce conseil pour ma première embauche. Ok. Et je me souviens m'être dit, oh là là, elle va me bouffer. En 6 mois, j'ai plus rien à lui apprendre. Et en fait, je pense que je lui ai appris quand même quelques temps encore, et on a fait un très bon binôme. Et je pense que c'est vraiment le meilleur conseil qu'on m'ait donné. Ok, top. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à la commerciale que tu étais quand tu as commencé à 20 ans dans la vente? Qu'il faut un peu suivre son cœur dans le choix des entreprises, parce que effectivement, pour être performant, il faut être à sa bonne place. Et pour moi, c'est des critères qui dépassent le pur pro. Ouais. Et donc, il faut savoir se poser les bonnes questions pour être assez aligné dans sa vie au global. Et donc, il faut aller là où ça vous botte. Ok, top. Dernière question, est-ce que tu as un ou deux livres à recommander à nos auditeurs que tu as lus récemment et qui ont changé ta vie de manager ou de directrice ou de sales? Alors, j'ai pas lu récemment, mais c'est un bouquin qui m'a beaucoup marqué au moment où je prenais la direction commerciale de Kousmi, qui était The Blue Ocean Strategy. Ouais, bien sûr. Qui est un grand classique, mais qui m'a, en tout cas moi, beaucoup ouvert sur la capacité qu'a une marque à se réinventer pour ouvrir un nouveau marché et apporter de la valeur à un marché. Ça, c'est un premier livre business. J'en ai un autre qui est plus du développement personnel, mais pour moi, pour être un bon manager, il faut quand même pareil être aligné. Et assez intègre, et c'est les 4 accords Toltec qui sont aussi souvent cités, mais que je trouve très puissants.
parce que c'est la base. C'est la base pour être bien avec les autres. Et je pense que pour être bon manager, il faut être bien avec soi-même et bien avec les autres. Ok, top. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Priscille, pour ces beaux conseils. À bientôt. À bientôt. Et vive la vente.